Chapitre 7 L'uniformité contre l'unité. Si nous considérons l'ensemble de ce domaine de manifestation qu'est notre monde, nous pouvons dire que, à mesure qu'elle s'éloigne de l'unité principielle, les existences y deviennent d'autant moins qualitatives et d'autant plus quantitatives. En effet, cette unité qui contient synthétiquement en elle-même toutes les déterminations qualitatives des possibilités de ce domaine, en est le pôle essentiel, tandis que le pôle substantiel, dont on s'approche évidemment dans la même mesure qu'on s'éloigne de l'autre, est représenté par la quantité pure, avec l'indéfinie multiplicité atomique qu'elle implique, à l'exclusion de toute distinction autre que numérique entre ces éléments. Cet éloignement graduel de l'unité essentielle peut d'ailleurs être envisagé sous un double point de vue, en simultanéité et en succession. Nous voulons dire qu'on peut l'envisager d'une part dans la constitution des êtres manifestés, où ces degrés déterminent, pour les éléments qui entrent ou les modalités qui leur correspondent, une sorte de hiérarchie, et d'autre part dans la marche même de l'ensemble de la manifestation du commencement à la fin d'un cycle. Il va de soi que, ici, c'est au second de ces deux points de vue que nous devons nous référer plus particulièrement. Dans tous les cas, on pourrait dire à cet égard représenter géométriquement le domaine dont il s'agit par un triangle dont le sommet est le pôle essentiel qui est qualité pure, tandis que la base est le pôle substantiel, c'est-à-dire, pour ce qui est de notre monde, la quantité pure, figurée par la multiplicité des points de cette base, en opposition avec le point unique qu'est le sommet. Si l'on trace des parallèles à la base pour représenter les différents degrés de l'éloignement dont nous venons de parler, il est évident que la multiplicité qui symbolise le quantitatif y sera d'autant plus marquée qu'on s'éloignera davantage du sommet pour s'approcher de la base. Seulement, pour que le symbole soit aussi exact que possible, il faudrait supposer que la base est indéfiniment éloignée du sommet. D'abord parce que ce domaine de manifestation est véritablement indéfini lui-même, et ensuite pour que la multiplicité des points de la base soit pour ainsi dire portée à son maximum. En outre, on indiquerait par là que cette base, c'est-à-dire la quantité pure, ne peut jamais être atteinte dans le cours du processus de manifestation, bien que celui-ci y tende sans cesse de plus en plus, et qu'à partir d'un certain niveau, le sommet, c'est-à-dire l'unité essentielle ou la qualité pure, soit en quelque sorte perdu de vue, ce qui correspond précisément à l'état actuel de notre monde. Nous disions tout à l'heure que dans la quantité pure, les unités ne sont distinguées entre elles que numériquement. Et en effet, il n'y a là aucun autre rapport sous lequel elles puissent l'être. Mais c'est effectivement ce qui montre que cette quantité pure est véritablement et nécessairement au-dessous de toute existence manifestée. Il y a lieu ici de faire appel à ce que Leibniz a appelé le principe des indiscernables, en vertu duquel il ne peut exister nulle part deux êtres identiques, c'est-à-dire semblables entre eux sous tous les rapports. C'est là, comme nous l'avons montré ailleurs, une conséquence immédiate de l'illimitation de la possibilité universelle, qui entraîne l'absence de toute répétition dans les possibilités particulières. Et l'on peut dire encore que deux êtres supposés identiques ne seraient pas vraiment deux, mais que, coïncidant en tout, ils ne seraient en réalité qu'un seul et même être. Mais précisément, pour que les êtres ne soient pas identiques ou indiscernables, il faut qu'il y ait toujours entre eux quelques différences qualitatives, donc que leur détermination
ne soit jamais purement quantitative. C'est ce que Leibniz exprime en disant qu'il n'est jamais vrai que deux êtres quels qu'ils soient ne diffèrent que solo numéro. Et ceci, appliqué au corps, vaut contre les conceptions mécanistes telles que celles de Descartes. Et il dit encore que s'ils ne différaient pas qualitativement, ce ne seraient pas même des êtres, mais quelque chose de comparable aux portions, toutes semblables entre elles, de l'espace et du temps homogènes, qui n'ont aucune existence réelle, mais sont seulement ce que les scolastiques appelaient entia rationis. Remarquons d'ailleurs, à ce propos, que lui-même ne semble pas avoir une idée suffisante de la vraie nature de l'espace et du temps. Car quand il définit simplement le premier comme un ordre de coexistence et le second comme un ordre de succession, il ne les envisage qu'à un point de vue purement logique, qui les réduit précisément à des contenants homogènes sans aucune qualité, et par suite sans aucune existence effective, et qui ainsi ne rend nullement compte de leur nature ontologique. Nous voulons dire de la nature réelle de l'espace et du temps, manifestée dans notre monde, donc bien véritablement existant en tant que condition déterminante de ce mode spécial d'existence qui est purement l'existence corporelle. La conclusion qui se dégage nettement de tout cela, c'est que l'uniformité, pour être possible, supposerait des êtres dépourvus de toute qualité et réduits à n'être que de simples unités numériques. Et c'est aussi qu'une telle uniformité n'est jamais réalisable en fait, mais que tous les efforts faits pour la réaliser, notamment dans le domaine humain, ne peuvent avoir pour résultat que de dépouiller plus ou moins complètement les êtres de leur qualité propre, et ainsi de faire d'eux quelque chose qui ressemble autant qu'il est possible à de simples machines. Car la machine, produit, typique du monde moderne, est bien ce qui représente au plus haut degré qu'on ait encore pu atteindre la prédominance de la quantité sur la qualité. C'est bien à cela que tendent, au point de vue proprement social, les conceptions démocratiques et égalitaires, pour lesquelles tous les individus sont équivalents entre eux, ce qui entraîne cette supposition absurde que tous doivent être également aptes à n'importe quoi. Cette égalité est une chose dont la nature n'offre aucun exemple, pour les raisons mêmes que nous venons d'indiquer, puisqu'elle ne serait rien d'autre qu'une complète similitude entre les individus. Mais il est évident que, au nom de cette prétendue égalité, qui est un des idéaux à rebours les plus chers au monde moderne, on rend effectivement les individus aussi semblables entre eux que la nature le permet. Et cela tout d'abord en prétendant imposer à tous une éducation uniforme. Il va de soi que, comme malgré tout on ne peut pas supprimer entièrement la différence des aptitudes, cette éducation ne donnera pas pour tous exactement les mêmes résultats. Mais il n'est pourtant que trop vrai que, si elle est incapable de donner à certains individus des qualités qu'ils n'ont pas, elle est par contre très susceptible d'étouffer chez les autres toutes les possibilités qui dépassent le niveau commun. C'est ainsi que le nivellement s'opère toujours par en bas. Et d'ailleurs, il ne peut pas s'opérer autrement, puisqu'il n'est lui-même qu'une expression de la tendance vers le bas, c'est-à-dire vers la quantité pure qui se situe plus bas que toute manifestation corporelle, non seulement au-dessous du degré occupé par les êtres vivants les plus rudimentaires, mais encore au-dessous de ce que nos contemporains sont convenus d'appeler la matière brute, et qui pourtant, puisqu'il se manifeste au sens, est encore loin d'être entièrement dénué de toute qualité. L'occidental moderne ne se contente d'ailleurs pas d'imposer chez lui un tel genre d'éducation. Il veut aussi l'imposer aux autres, avec tout l'ensemble de ses habitudes mentales et corporelles, afin d'uniformiser le monde entier, dont, en même temps, il uniformise ainsi
jusqu'à l'aspect extérieur par la diffusion des produits de son industrie. La conséquence, paradoxale en apparence seulement, c'est que le monde est d'autant moins unifié au sens réel de ce mot qu'il devient ainsi plus uniformisé. Cela est tout naturel au fond, puisque le sens où il est entraîné est, comme nous l'avons déjà dit, celui où la séparativité va en s'accentuant de plus en plus. Mais nous voyons apparaître ici le caractère parodique, qui se rencontre si souvent dans tout ce qui est spécifiquement moderne. En effet, tout en allant directement à l'encontre de la véritable unité, puisqu'elle tend à réaliser ce qui en est le plus éloigné, cette uniformisation en présente comme une sorte de caricature, et cela en raison du rapport analogique par lequel, comme nous l'avons indiqué dès le début, l'unité elle-même se reflète inversement dans les unités qui constituent la quantité pure. C'est cette inversion même qui nous permettait de parler tout à l'heure d'idéal à rebours. Et l'on voit qu'il faut l'entendre effectivement dans un sens très précis. Ce n'est pas, d'ailleurs, que nous éprouvions si peu que ce soit le besoin de réhabiliter ce mot d'idéal, qui sert peu à peu, près indifféremment à tous chez les modernes, qui sert à peu près indifféremment à tout chez les modernes, et surtout à masquer l'absence de tout principe véritable, et dont on abuse tellement qu'il a fini par être complètement vide de sens. Mais du moins, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que, suivant sa dérivation même, il devrait marquer une certaine tendance vers l'idée, entendue dans une acceptation plus ou moins platonicienne, c'est-à-dire en somme vers l'essence et vers le qualitatif, si vaguement qu'on le conçoive, alors que le plus souvent, comme dans le cas dont il s'agit ici, il est pris en fait pour désigner ce qui en est exactement le contraire. Nous disions qu'il y a tendance à uniformiser non seulement les individus humains, mais aussi les choses. Si les hommes de l'époque actuelle se vantent de modifier le monde dans une mesure de plus en plus large, et si effectivement tout y devient de plus en plus artificiel, c'est surtout dans ce sens qu'ils entendent le modifier, en faisant porter toute leur activité sur un domaine aussi strictement quantitatif qu'il est possible. Du reste, dès lors qu'on a voulu constituer une science toute quantitative, il est inévitable que les applications pratiques qu'on tire de cette science revêtent aussi le même caractère. Ce sont ces applications dont l'ensemble est désigné d'une façon générale par le nom d'industrie. Et l'on peut bien dire que l'industrie moderne représente à tous égards le triomphe de la quantité. Non seulement parce que ces procédés ne font appel qu'à des connaissances d'ordre quantitatif, et parce que les instruments dont elle fait usage, c'est-à-dire proprement les machines, sont établis d'une façon telle que les considérations qualitatives y interviennent aussi peu que possible, et que les hommes qui les mettent en œuvre sont réduits eux-mêmes à une activité toute mécanique. Mais encore, parce que dans les productions mêmes de cette industrie, la qualité est entièrement sacrifiée à la quantité. Quelques remarques complémentaires sur ce sujet ne seront sans doute pas inutiles. Mais avant d'y arriver, nous poserons encore une question sur laquelle nous aurons à revenir par la suite. Quoi qu'on pense de la valeur des résultats de l'action que l'homme moderne exerce sur le monde, c'est un fait, indépendant de toute appréciation, que cette action réussit et que, au moins dans une certaine mesure, elle aboutit aux fins qu'elle se propose. Si les hommes d'une autre époque avaient agi de la même façon, supposition d'ailleurs toute théorique et invraisemblable en fait, étant donné les différences mentales existant entre ces hommes et ceux d'aujourd'hui, les résultats obtenus auraient-ils été les mêmes? En d'autres termes, pour que le milieu terrestre se prête à une telle action, ne faut-il pas qu'il y soit prédisposé, en quelque sorte par les conditions cosmiques de la période cyclique où nous en sommes présentement? C'est-à-dire que par rapport aux époques antérieures,
il y ait dans la nature de ce milieu quelque chose de changé? Au point où nous en sommes de notre exposé, il serait encore trop tôt pour préciser la nature de ce changement, et pour le caractériser autrement que comme devant être une sorte d'amoindrissement qualitatif, donnant plus de prise à tout ce qui est du ressort de la quantité. Mais ce que nous avons dit sur les déterminations qualitatives du temps permet tout au moins d'en concevoir déjà la possibilité et de comprendre que les modifications artificielles du monde, pour pouvoir se réaliser, doivent présupposer des modifications naturelles auxquelles elles ne font correspondre et se conformer en quelque manière, en vertu même de la corrélation qui existe constamment, dans la marche cyclique du temps entre l'ordre cosmique et l'ordre humain.